Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter ce boîtier. Il s'agit du Jonsbo D41 Series, un boîtier qui a une particularité assez sympathique. Il s'agit tout simplement d'un boîtier qui est fourni avec un écran. Alors pas un petit écran de 2 ou 3 pouces à ce moment-là ou des écrans de 4 pouces qu'on peut revoir par exemple sur les plus gros water cooling. Non, là on est carrément limite sur une tablette, on est sur un écran de 8 pouces. Et à l'heure actuelle ce boîtier est proposé pour 130 €. La petite particularité qu'on va pouvoir retrouver notamment sur ce boîtier, c'est qu'en plus d'avoir cet écran n'est pas fixe, il est amovible. Vous pouvez l'utiliser soit en dessous du vôtre, le déplacer. Bref, pas mal de fonctionnalités qui font que pour moi ce boîtier était ultra intéressant à vous présenter, notamment pour le prix. Jonsbo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque donc asiatique qui vient d'arriver réellement en fait en Europe. On commence à avoir de plus en plus de leurs produits qui sont disponibles sur Amazon, chez LDLC ou autre, et clairement leurs produits sont plus qu'intéressants. La question étant, notamment pour ce boîtier que je vais vous présenter aujourd'hui, est-ce qu'ils ont tout mis finalement dans l'écran? Est-ce qu'ils ont tout mis dans le boîtier? Est-ce qu'ils ont fait un medley entre les deux? Et est-ce qu'au contraire, du coup, rien n'est dans l'écran et qu'on se retrouve juste avec un vieil écran en fait tout cheap? Bref, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, c'est fait pour vous, c'est juste en dessous de la vidéo. Et puis quand vous y passez par là à ce moment-là, si vous aimez, le petit pouce bleu, l'abonnement, l'activer avec la notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, c'est ce qui m'encourage à vous produire du contenu et typiquement à vous tester et à vous dénicher des petites pépites comme celui-ci. Enfin pépites, on verra ça juste après la sponsor de la vidéo, car cette vidéo est sponsorisée par partenaire de la chaîne qui est VIP Hero Sidiki, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor et on se retrouve juste après comme d'habitude pour la présentation donc du D41 avec un unboxing, puis un test avec la configuration, une visualisation de l'airflow et puis en final on en viendra à la conclusion. C'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP Hero Sidiki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro vous l'avez pour 27 €, Windows 10 ça dépend tout simplement de votre version, donc ça c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour. Et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Hero Sidiki. Et voilà, la sponsor étant terminée, avant d'attaquer par l'unboxing, on va déjà parler de la déclinaison. À l'heure actuelle, là, vous êtes sur le modèle donc D41, qui est un modèle donc en format ATX, qui permettra de pouvoir, comme je l'ai dit, supporter des cartes mères ATX. Vous avez la version aussi D31, qui est juste en dessous, qui elle sera uniquement dédiée au format donc mini ITX et micro ATX, où au niveau des cartes mères, on va être un petit peu en dessous. Ces boîtiers seront tous en déclinaison, donc soit noire, soit blanche, en façade pleine ou en façade mèche, et avec une façade donc soit pleine avec l'écran, soit mèche avec l'écran, ou tout simplement juste mèche ou juste pleine. Ce qui fait qu'il y en a quand même pour tous les goûts, pour tous les choix, et en termes de tarification, quand vous enlevez l'écran, on est aux alentours des 70 € à en fait 80 € en fonction des tailles des différents boîtiers. Autant vous dire qu'en termes de tarification, même sans compter l'écran, c'est quand même assez impressionnant. Cependant, là où moi ça me fait peur, et on va le voir en fait en fonction de l'unboxing, c'est que des boîtiers à 60 €, parce que finalement les restes des 60 €, des 130 €, on peut imaginer que c'est uniquement dédié à l'écran, donc ça peut se comprendre. En termes de qualité de fabrication, c'était pas dingue en règle générale. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je vais vous l'unboxer à ce moment-là. On fait le tour du boîtier et puis après, on passera au test. C'est parti. Et donc là, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai déballé, il est directement donc installé avec l'écran par-dessus, et on a quand même un packaging assez complet. Donc déjà dans un premier temps, vous retrouvez une notice à l'intérieur qui est quand même finalement bien faite. Vous voyez, on a toutes les différentes manipulations qui nous montrent. C'est vraiment un tout petit livret. Vous avez du français, vous avez du chinois, etc. en fait dessus, de l'anglais. Donc ça, c'est quand même assez cool. Notamment par exemple là, on peut aussi voir les différentes possibilités donc d'installation pour les ventilateurs, parce que ce boîtier quand même est
assez serré, on n'est pas sur un gros boîtier. Ici vous allez retrouver donc un packaging classique de toutes les vis de fixation, des riselants, etc. Mais la petite particularité c'est ça, c'est ici on a carrément donc une boîte d'accessoires dédiée à l'écran. Hop, on va l'ouvrir. Vous avez à l'intérieur donc le guide d'utilisation de l'écran. Donc pareil, ça on le verra juste après, mais il vous montre comment du coup les fixer, etc. en fait dessus. Vous avez donc en anglais, vous l'avez aussi directement donc en chinois. Par contre, je viens de voir quelque chose et on en parlera juste après parce que je pense que du coup on va avoir peut-être une mauvaise surprise. Ici, vous avez donc des vis de fixation pour pouvoir le positionner, un câble USB type C vers USB classique, un câble HDMI vers mini HDMI, donc pas un micro mais vers un mini HDMI. Et ici, hop, on se retrouve avec donc la plaque de remplacement en mèche pour pouvoir justement à ce moment-là enlever l'écran et utiliser et mettre la plaque uniquement en fait en mèche directement. On n'est pas sur un mèche plastifié, c'est entièrement du métal, c'est assez rigide. Donc ça, niveau qualité, du coup je suis surpris parce que physiquement parlant et même à première vue au niveau du qualité du boîtier, on est quand même sur une qualité que j'allais dire correcte et vraiment largement bien, voire même mieux que beaucoup de boîtiers, même pour en fait des centaines d'euros. Donc là on va voir ce que ça donne après avec le reste du boîtier. Et maintenant place au tour du boîtier, on va voir ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Donc on attaque directement sur la façade avant. Vous avez ici donc un bel écran de 8 pouces. Ici on va se retrouver avec une partie en mèche, un bouton power, un USB 3, un jack donc audio micro ainsi qu'un USB type C. Donc ça c'est quand même déjà pas mal. On se retrouve avec un équipement j'allais dire actuel, on n'a pas d'USB 2 ou autre. Donc déjà du coup pour moi c'est un bon point. Maintenant on va passer sur le latéral ici directement. Sur le latéral on a tout simplement une plaque pleine et là vous avez donc différents boutons sur le réglage de l'écran. On regardera vraiment en détail ce que ça donne après. Cette plaque là, pas de vis, pas de fixation, on vient tout simplement la déclipser à l'arrière, elle tient toute seule une fois en fait ouvert, donc ça fait une petite fente. On vient tout simplement la soulever pour pouvoir l'enlever. On se retrouve sur une plaque en métal qui est quand même assez rigide, donc ça c'est quand même assez sympathique et on découvre donc tout l'arrière avec l'espace donc cable management qui est disponible. Ici vous retrouvez donc les câbles du front panel avec donc l'USB 3, l'USB type C, la partie power et audio. Vous avez ici un câble donc qui vient rejoindre une prise d'alimentation qui est tout simplement donc une rallonge d'alimentation, car oui, ce boîtier possède une alimentation donc en façade. Alors l'alimentation est bien fournie, hein, je m'exprime mal, c'est simplement que vous allez devoir mettre l'alimentation dans ce bloc là donc à l'avant et non du coup en dessous ou au dessus ou en tout cas à l'arrière. C'est simplement utilisé avec une rallonge. Ici vous avez un emplacement pour mettre un SSD ou un disque dur en 2,5 pouces. Ici pareil, vous voyez qu'on a quand même pas mal d'attaches et d'accroches du coup pour pouvoir fixer les câbles pour le cable management. Cependant peut-être que certains l'auront vu, on se retrouve quand même à avoir une finesse ici au niveau du passage de câble qui est juste j'allais dire d'un doigt. Clairement du coup c'est vraiment très fin, donc ça il faudra y faire attention, surtout si vous avez des câbles custom. Je ne pense pas que ça soit ultra adapté parce que ça risque de ne pas passer ou sinon il faudra trouver une astuce. Ça je vous dirai après avoir monté la config de test. À l'arrière tout ce qu'il y a de plus basique, donc on se retrouve avec un ventilateur en emplacement ici pour du 120 mm, ici donc juste une partie vide, les différentes équerres PCI. Cependant je sais pas si vous le voyez ou si vous l'avez vu, ici à la dernière équerre PCI on a donc deux trous pour pouvoir faire passer du câblage vers l'extérieur. Ça annonce aussi le fait que le branchement de l'écran, et notamment on l'a vu avec l'HDMI, que l'écran se connecte à ce moment là directement sur votre graphique sur le port HDMI et possiblement à ce moment là l'alimentation en USB directement sur la carte mère. Donc on n'a pas d'alimentation interne de prévu pour cet écran, donc c'est vraiment un écran externe à ce moment là. Fixation du coup pour l'écran graphique, donc toujours avec les vis, vous avez simplement ici un cache de fixation et de serrage. Sur le dessus directement on va pouvoir se retrouver avec deux vis à main qui déjà d'un premier abord se dévissent quand même très facilement et une plaque donc directement elle en mèche pareil ultra rigide, donc ça c'est quand même assez cool. Maintenant sur le dessus au niveau des systèmes de fixation, donc on va pouvoir mettre 3 x 120 mm ou du 2 x 140 mm, donc radiateur en 360 mm accepté, 240 280 mm aussi. Après voilà, on n'ira pas plus haut en fait à ce moment là, mais ça reste largement suffisant, donc ça pas de souci. Vous voyez quand même l'épaisseur donc de la plaque de l'écran en fait aussi qui est quand même assez épaisse, assez conséquente. Maintenant on va passer au dessous directement donc de la config. Le dessous du boîtier, on se retrouve avec donc les 4 pieds avec des patins donc anti dérapants, et là en dessous donc on a après les pieds, donc ici on va se retrouver avec un filtre anti poussière qui est aimanté, filtre qui est en cadrage plastique assez flexible et de bonne qualité. On va pouvoir retrouver différents emplacements pour les ventilateurs, donc du coup comme en haut jusqu'à 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Les 3 x 120 mm sont réglables avec ces
pas de vis finalement qui sont ouverts. Les 140 mm sont placés uniquement ici et ici, hein, vous le voyez en fait directement. Cet emplacement là avec les vis que vous voyez, c'est tout simplement l'emplacement que vous avez pour la cage HDD qui est fournie à l'intérieur. Donc ça, je pense qu'on va devoir l'enlever surtout pour le passage de l'alimentation, mais ça on le verra juste après. Et maintenant on passe donc à l'intérieur du boîtier. Comme vous pouvez le voir ici, on se retrouve avec une vitre en verre trempé, toujours pas de vis pour sécuriser, mais on a quand même un bon petit clip ici. Pareil, ça reste donc entrouvert, on suffit juste de pincer pour pouvoir la sortir. Donc on a quand même une belle vitre finalement. Hop, je vais la poser pour ne pas la casser, que c'est du verre assez fragile. Et à l'intérieur ici, vous retrouvez donc directement le panneau qui vient cacher finalement l'alimentation ainsi que la cage HDD en partie. Vous avez l'inscription donc Jones Plus Studio directement. Ici vous verrez en fait directement donc les ventilateurs et le water cooling au-dessus. On vous a enlevé les emplacements donc avec les entretoises qui sont déjà placés pour un format ATX qui peut aussi accueillir donc du format micro ATX et ITX si vous le souhaitez. L'emplacement à l'arrière pour pouvoir mettre les systèmes de refroidissement est quand même très large contrairement en fait à d'habitude. Pour le cable management, vous allez voir que les câbles vont passer directement sur le dessus. Donc ça, il faudra y faire attention en fonction des cartes mères, ça risque d'être très serré. Et au niveau des water cooling aussi. Déjà, le premier truc que je vais pouvoir dire, ça va être que ça va être compliqué au niveau du câblage et ça sera pas évident. Je pense que c'est pas adapté pour en fait une personne qui va monter son premier PC. En tout cas, pas en fait à première vue. Je vais vous enlever directement les 4 vis de ce panneau pour vous montrer l'arrière directement. Donc là, une fois le panneau enlevé, ça nous laisse découvrir donc l'AB HDD qui permettra de mettre donc deux disques en 3,5 pouces ainsi qu'un disque en 2,5 pouces sur le dessus si souhaité, et la cage d'alimentation. Donc cage d'alimentation qui est faite pour de l'ATX en fait sans souci. Le seul souci qu'il y a, c'est que finalement ça reste quand même très peu d'espace et que au niveau de l'avant, parce qu'on en a pas parlé, mais normalement on peut mettre un ventilateur juste ici, sauf que si il faut mettre un ventilateur, et ben on va tout simplement devoir enlever obligatoirement l'AB HDD pour pouvoir mettre un ventilateur en façade avant, pas de ventilateur sur le dessus. Donc niveau flux d'air, à voir ce que ça donne, parce que l'alimentation va quand même bien combler, en sachant aussi que il y a quand même l'écran qui est prédominant ici, qui risque aussi finalement de bouffer quand même pas mal de place. Autant vous dire que si on revient sur la façade avant, ici vous n'avez pas d'air qui rentre, là vous avez de l'air mais qui va rentrer directement en contact avec l'alimentation ou en tout cas avec du câblage, et juste ici vous avez donc finalement qu'un seul ventilateur à l'avant. Est-ce que niveau airflow ça va être bon? Ça on le verra juste après avec le test. En revenant à l'intérieur vous avez donc ici deux positions pour en fait la cage d'alimentation, ou même 3 positions. Il faudra simplement le dévisser derrière en enlevant l'écran, mais vous allez pouvoir remonter la cage d'alimentation jusqu'ici, notamment si vous avez donc des grosses alimentations ou que vous avez besoin de faire un cable management qui soit en fait assez précis et poussé en fonction du nombre de câbles, et notamment si vous avez des câbles modés par exemple, ça peut être intéressant. Voilà pour le tour du boîtier. Et donc là on a fait le tour du boîtier. Il est actuellement désossé juste à côté de moi. Je vais vous présenter l'écran un tout petit peu plus tard. D'abord on va commencer déjà par les premiers points négatifs et les premiers points positifs que je vois à ce boîtier juste au déballage et avec mon expérience. Clairement, premier point négatif, et je le sais déjà, c'est que le cable management dans ce boîtier va être une horreur. Pour la simple et bonne raison que si vous avez par exemple une alimentation avec quand même pas mal de câbles, ou en fait tout simplement des câbles modés, il y a très peu de place pour pouvoir en fait faire un cable management qui soit propre. Deuxième point négatif, ça va concerner l'écran. L'écran lui-même, comme je l'ai dit, vous n'avez pas d'alimentation ni que de connexion interne directement donc sur le PC, ce qui fait qu'on est plutôt finalement sur un écran additionnel qu'on aurait pu en fait acheter finalement un petit peu n'importe où à côté, et donc ça vous bouffe directement le port HDMI de votre carte graphique. Alors bien évidemment on peut très bien mettre un DisplayPort vers HDMI en fait avec un adaptateur et être tranquille en fait à ce moment là, mais c'est vrai que pour ceux qui ont besoin d'avoir du multiscreen, qui vont avoir peut-être 3 ou 4 écrans notamment pour les simulateurs ou autres, malheureusement lui vous bouffe une possibilité de connexion. Après, le fait de le connecter en USB type C pour l'alimentation, ça pour moi pas réellement de souci, mais j'aurais préféré avoir par exemple un type C vers USB interne et un type C vers USB en fait classique pour avoir une alimentation en interne, et pareil si on pouvait avoir un HDMI vers connectique interne pour pouvoir justement en fait avoir les informations et autres. J'ai fait quand même pas mal de recherches avant de vous proposer ce boîtier, j'ai quand même regardé, je connais déjà les autres défauts directement de cet écran et on en parlera en fait rapidement après, mais ça va être de tout ce qui va être gestion, parce que vous imaginez bien que si ça passe par la carte graphique, ça veut dire qu'en réalité c'est tout simplement un écran additionnel et donc que vous le
considéré comme étant un écran dans Windows classique. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui un logiciel qui permettrait de pouvoir avoir un affichage vraiment personnalisé et spécifié? Ça, on le verra dans un second temps. Autre chose, ce qui me gêne directement, c'est le fait de ne pas avoir de ventilateur fourni avec le boîtier. Rien n'est fourni. Après, pour 130 €, au vu de l'écran, etc., je peux le comprendre. Mais c'est vrai que ça fait quand même un petit peu bizarre de ne pas avoir aucun ventilateur de fourni. Je trouve pas ça tip top réellement. Autre point, la cage HDD. La cage HDD, le fait qu'elle s'enlève, c'est très bien, mais le fait qu'elle soit placée justement ici, fait que si vous avez besoin d'avoir un 3,5 pouces, vous l'avez dans l'os pour avoir un bon airflow ou un minimum d'airflow, parce que ça vous bouffe directement et littéralement la place pour le ventilateur. Il y a quand même assez de place, on aurait très bien pu l'avancer finalement et la mettre juste ici pour pouvoir avoir un ventilateur en façade. Ce n'est pas le cas. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez dommage. Après, le reste, d'un point de vue qualité de fabrication, voyez, le métal se tient, le boîtier du coup en fait tient vraiment bien en fait dessus. On n'est pas sur du coup en fait de la petite qualité. Donc physiquement parlant, la qualité du métal est ok. Les vis du coup se dévissent bien en fait dessus. On n'a pas des vis foirées directement. Donc ça, pour moi, c'était quand même aussi un bon point et c'est quelque chose quand même à noter, notamment pour le prix. Après, si vous prenez la version sans écran, je tiens à le rappeler qu'on est quand même aux alentours des 60 à 70 €. Donc déjà, la version sans écran, elle aura le même défaut pour l'alimentation que pour la cage HDD. Par contre, vous allez avoir quand même un peu plus d'airflow finalement, en tout cas, je pense. Et voilà. Pour les tests d'ailleurs et pour le test de ce boîtier que je vais faire juste après, je vais tout simplement enlever l'écran et faire avec et sans l'écran. Le pourquoi, c'est simplement que c'est un écran qui est donc amovible, qui est additionnel. Donc on peut tout simplement l'enlever à ce moment-là. Et donc je me dis que pourquoi pas faire un test à ce moment-là pour pouvoir avoir la version, j'allais dire, sans screen et la version avec le screen. Comme ça, au moins, vous aurez les résultats parce que la version sans l'écran, c'est tout simplement la même version, mais sans l'écran. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de dire plus à ce moment-là. Hop, l'écran, comme vous pouvez le voir, ça se détache, j'allais dire facilement, dans le sens du coup en fait non, mais ça se détache quand même relativement simplement. Et les fixations et les câbles que vous avez sont directement à l'intérieur, juste ici, donc en dessous. Donc c'est quand même assez agréable. On est sur un écran en fait de 8 pouces qui est quand même énorme. Au niveau de la définition de cet écran, donc on est quand même sur un écran donc de 1280 par 800 avec 300 CD. Ça reste quand même du coup quelque chose qui est assez lumineux et au niveau de la définition qui reste correct. Au niveau de la gestion, alors vous l'avez directement dans le guide, directement il vous le dit. Finalement, cette gestion et cet écran n'est absolument pas géré avec un logiciel propriétaire. Il est tout simplement libre. Ce sera reconnu vraiment comme étant un écran, tout ce qu'il y a de plus simple et de plus bateau possible. La chose qui est quand même assez intéressante, c'est que finalement, il vous dit qu'en gros, pour pouvoir correctement l'exploiter et avoir une personnalisation finalement à 100%, vous devez utiliser soit un tel logiciel, soit tel logiciel. Les deux logiciels, c'est Wallpaper Engine ou AIDA 64. AIDA 64 vous permettra de pouvoir justement afficher tout ce qui va être métrique, température, etc. Et du coup sur Wallpaper Engine, certains oui, ou sinon tout simplement avoir des fonds d'écran animés. Cet écran va tout simplement être reconnu comme étant un écran secondaire sur votre machine, ou tertiaire, ou en fait à ce moment-là un quatrième écran, mais clairement ça va être vraiment un écran additionnel, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Après la question c'est d'un point de vue qualité, qu'est-ce que ça donne? Je vais juste visser deux petites vis à l'arrière pour pouvoir le poser, je le branche à un PC et je vous montre ça tout de suite. Pour le câble type C, on est quand même sur un câble qui fait à peu près 1 mètre, donc ça c'est quand même assez agréable. Je vais aussi sortir donc le câble HDMI vers mini HDMI directement aussi. Pareil, niveau longueur, on se retrouve avec un câble donc qui fait à peu près 1 mètre de distance, donc ça c'est quand même, enfin de longueur plutôt, c'est quand même assez agréable. Et donc là, je vais vous brancher tout simplement l'écran. Donc pour ce faire, on va directement mettre du coup les câbles là où il faut. Hop, notre ami petit USB type C, hop, ici, notre ami HDMI, hop, ici, directement. Vous voyez, le PC, lui, a retrouvé l'écran. Là, j'ai l'écran qui se met donc en version portrait, finalement. Hop, est-ce qu'il me le retrouve ou pas? Non, on n'aura pas d'orientation automatique pour l'écran. Donc, on va faire les paramétrages nous-mêmes. Clic droit sur le bureau, paramètres d'affichage automatique. Là, il nous dit comme quoi, en fait, soit on modifie ou
autre en fait dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à avoir un affichage qui va être lui étendu. Ici, je vais lui demander du coup de le faire tout simplement pivoter parce que j'ai pas envie de l'avoir comme ça. Donc je vais le mettre en paysage à ce moment-là. Hop. Et donc là, j'ai tout simplement donc mon écran qui est donc présent et on voit la partie fond d'écran avec le deuxième écran directement. Hop, où là j'ai les paramétrages et je l'utilise vraiment en fait comme si c'était vraiment un deuxième écran. Donc ça c'est quand même en fait assez sympathique. Au moins ça vous permet de pouvoir vraiment faire ce que vous souhaitez. Au niveau de la partie disposition, vous êtes tranquille. Donc ça c'est quand même assez cool finalement parce que ça vous permet vraiment de pouvoir après utiliser soit Wallpaper Engine, soit directement AIDA 64 pour pouvoir le faire. L'un des défauts que je vois principalement là, et je pense que certains l'ont revu d'un point de vue esthétisme, là je voulais brancher sur mon PC portable juste à côté. Dans le boîtier, vous avez un emplacement exactement et vous l'avez directement à l'avant, donc hop, juste ici où je viens de passer mon doigt, pour pouvoir faire passer les câbles parce que les câbles passent directement ici. Cependant, quand on l'a en version bureau, on a juste les câbles qui sont, pardonnez-moi l'expression, mais branlants en fait derrière. Il n'y a pas de passage prévu, il n'y a pas de petits renfoncements ou autre en fait prévu, ni de clips par exemple pour pouvoir les mettre. Je trouve ça très dommage. Clairement, je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir pensé à ça. Après, je le pardonne quand même à chaque fois vis-à-vis du tarif et du prix de cet écran directement et du boîtier parce que finalement tout est inclus dedans, donc c'est déjà quand même plutôt bien. Les boutons que vous avez sur le côté juste ici, donc vous avez donc le moins pour pouvoir baisser la luminosité, le plus pour pouvoir en fait à ce moment-là mettre la luminosité au max, un bouton power juste en dessous, hop, pour l'éteindre et pour le rallumer. Par contre, quand vous éteignez ou que vous rallumez l'écran, il est toujours donc présent dans Windows, donc c'est simplement finalement un arrêt d'affichage mais pas un arrêt de fonctionnement. Donc on a toujours une consommation, on a toujours une présence dans Windows à ce moment-là, donc vous perdez pas votre réglage et vous ne retrouvez pas à avoir à chaque fois à refaire le paramétrage s'il est perdu. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour déjà de prime abord sur en fait le boîtier et sur la partie donc écran. Ça reste un écran, je vais pas non plus en fait vous faire tout un laïus exceptionnel en fait dessus. Pour moi déjà, il y a le point négatif, c'est le fait de ne pas avoir de logiciel dédié directement, mais d'un côté c'est aussi un point négatif parce que ça vous laisse le choix entièrement de pouvoir le personnaliser comme vous voulez. Pour 130 €, je le conçois qu'il n'y ait pas de logiciel en fait dédié, donc d'un côté je le pardonne en fait aussi. Finalement vous avez peut-être trouvé, et ça petit aparté rapide, vous avez peut-être trouvé que je pardonne finalement beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas de logiciel dédié ou parce que c'est que 130 €, mais il faut quand même se remettre dans le contexte que avoir toutes les options, avoir une certaine qualité quand même ici là de matériaux, d'avoir l'écran de cette taille là avec ses possibilités, les câbles fournis, tout le reste etc en fait dessus, c'est quand même pas du tout donné, et c'est surtout, enfin c'est pas du tout donné, mais c'est surtout que c'est presque l'un des seuls sur le marché. Et aujourd'hui pour pouvoir retrouver un boîtier qui va être similaire même s'il a des défauts et avoir par exemple et racheter un écran en fait à côté, vous allez généralement en avoir pour 150, 160, 170 € facile. Donc c'est pour ça que là à l'heure actuelle je lui pardonne beaucoup de choses parce que son aspect tarification est quand même très agressif et très intéressant au vu de ce qu'il propose. Bref, maintenant je vais monter donc comme d'habitude la configuration de test à l'intérieur. Je vais faire mes tests donc de ventilation et température et puis je vous reprends juste après. Comme ça on va voir ce que ça donne d'un point de vue performance et température. C'est parti. Et maintenant, au niveau de température, qu'est-ce que ça donne? Donc toujours le même protocole de test, un stress test effectué donc sur OCCT pendant 1 heure, OCCT Power donc qui charge le CPU et le GPU à 100%, toujours sur le 10900K, la ASUS pour la RX 6900 XT. Pour la partie visualisation, vous avez vu du coup donc une formula, mais j'ai utilisé donc bien évidemment la RX 6900 XT ASUS pour les tests, donc ça n'a pas changé. En idle sur le bureau, on est à 32 degrés, pour le processeur 72 degrés et pour la carte graphique 82 degrés aux températures maximales.
Clairement, en termes de boîtier, ça fait faire partie des boîtiers qui finalement sont, j'allais dire, limite le pire en fait boîtier au niveau des résultats. Après, c'est aussi pour ça que je pense que ce boîtier est beaucoup plus adapté à ce moment-là pour des configurations de milieu de gamme plutôt que sur des boîtiers, enfin plutôt que sur des configurations de haut de gamme avec des gros composants qui vont justement beaucoup plus chauffer, notamment là un 10900K, donc un i9 et une grosse carte graphique, typiquement sur des configurations avec une 4060 Ti, une 4070, des 6006, des i5 et des i3, vous serez pas embêté. Donc d'un côté, à l'heure actuelle, c'est vrai que ça reste un bon boîtier, que les températures ne sont pas excessives, ça respire quand même si c'est pas non plus en fait quelque chose de génial et que ça sera pas du tout le meilleur boîtier que je vous conseillerais à l'heure actuelle d'un point de vue Airflow global. Et donc là, vous avez pu voir avec les résultats, la visualisation de l'Airflow, finalement c'est pas le meilleur boîtier, clairement pas. Malheureusement, on se retrouve quand même avec un boîtier qui est dans son format quand même assez compact. Au niveau de l'Airflow, c'est pas le meilleur, en tout cas pour des grosses configurations. Moi, ce que je vais plutôt vous conseiller à ce moment-là, et maintenant en fait en ayant vu les différents résultats et en l'ayant testé, c'est plutôt de partir à ce moment-là sur des configurations, j'allais dire milieu de gamme d'un point de vue performance et d'un point de vue chauffe global. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une configuration avec un i5 de 12e génération que vous souhaitez monter et que par exemple au niveau de la carte graphique vous souhaitez partir sur une 6006, 6007, une 6008 encore en fait à la rigueur, des 7006, des 7007, des GR ou des 4060, 4060 Ti, 4070 en fait à la limite, à ce moment-là, oui, ça sera un boîtier qui pourra correspondre en fait à ce moment-là à du coup votre configuration. Pensez bien à mettre un ventilateur quand même bien puissant à l'avant, bien puissant à l'arrière, notamment par exemple DP12 Max, là ça suffira en fait dessus. Il faudra privilégier le water cooling en système de refroidissement pour justement en fait avoir un flux d'air qui se fasse correctement. Vous pouvez vous gérer aussi un flux d'air différemment en mettant des ventilateurs en fait en bas, en aspiration pour pouvoir avoir justement un effet donc de monter, voire augmenter votre flux d'air, c'est possible. Ça augmentera certainement les performances, mais pas non plus énormément et vous n'allez pas gagner 15 degrés en mettant deux ventilateurs en bas. Clairement, en termes de défauts, comme je l'ai dit précédemment, finalement on se retrouve quand même à avoir un gros défaut au niveau du cable management, c'est compliqué. J'ai essayé de faire quelque chose de propre comme vous pouvez le voir, mais finalement, certes c'est quand même propre au final, mais ça reste quand même quelque chose où il faut le penser. Donc pour un débutant, pour quelqu'un qui vient à peine de prendre sa première machine, ça va pas être le boîtier que je vais conseiller, ou sinon à ce moment-là faites-le monter par un professionnel ou faites-vous aider, ou sinon prenez vraiment le temps de pouvoir gérer votre passage de câble, de pouvoir tout fixer correctement les uns après les autres afin de pouvoir avoir quelque chose qui soit fait aux petits oignons. Après, le fait d'avoir l'écran à côté donc additionnel comme ceci, le fait de le gérer avec finalement un autre logiciel tiers, personnellement ça me dérange pas, au contraire, parce que finalement je préférais avoir, et je préfère justement en fait avoir la gestion via un logiciel tiers que je connais, que je peux en avoir la gestion et de l'avoir en fait en mode écran secondaire plutôt qu'en écran en fait j'allais dire bridé propriétaire avec un logiciel spécifique, parce que si le logiciel spécifique était mal fait, qu'il a bugué ou que tout simplement il est tout simplement limité, finalement ça limite ma personnalisation. Là je peux mettre que je veux, donc c'est vrai que c'est quand même cool le fait de pouvoir le déporter. C'est comme un écran que j'aurais acheté à ce moment-là additionnel en 8 pouces ou autre, comme on peut trouver sur Amazon, avec une coque ou sans coque. Donc c'est vrai que d'un côté, si vous trouvez moins cher avec un 8 pouces avec une coque, déjà la présentation avec un port HDMI ou micro HDMI, que vous le trouvez aux alentours des 40 € sur Amazon, ce qui est pas dit clairement, et qu'à ce moment-là vous voulez acheter le boîtier pour 80 €, vous l'avez finalement pour 10 € d'écart, et si vous trouvez, ou si vous prenez la version à 60 €, vous allez gagner 20 €. Autant vous dire que c'est pas non plus énorme, c'est pas non plus une grosse différence. Donc pour moi, pour l'aspect tarification, au niveau des qualités physiques, il est bon. Au niveau de l'aspect tarification, vaut son prix, en tout cas avec l'écran. D'un point de vue global sur ce boîtier, je suis quand même content, je peux vous le recommander à l'heure actuelle. Après, comme je l'ai dit, je vous le recommanderai uniquement dans le cas où vous avez une configuration qui ne soit pas non plus trop grosse en fait à l'intérieur et qui soit pas non plus excessive d'un point de vue température. Sur une configuration classique, ok. Si vous souhaitez faire du water cooling custom, bonne chance et bon courage à ce moment-là, parce que ça va être très serré en fonction des différents composants. Faisable, il y en a qui l'ont fait, etc. Mais ça sera pas le
meilleur boîtier, loin de là, mais sinon pour moi ça reste quand même un bon boîtier que je peux vous conseiller. Mais voilà, point de vigilance à faire attention, à pas avoir une config qui chauffe trop, à pas avoir une tonne de câblage et à faire vraiment attention à son cable management et à bien étudier son flux d'air si vous souhaitez avoir un flux d'air, donc j'allais dire de base ou transversal en fait habituellement, pour justement bien le gérer, à bien penser à prendre des ventilateurs plus performants que esthétiques pour pouvoir avoir une assurance finalement vis-à-vis de l'aspect configuration. Quand vous avez pu le voir dans les tests de l'Airflow, que je change l'écran ou pas, ça change finalement rien parce qu'on a directement l'alimentation qui est derrière. Alors même si avec l'écran, l'alimentation récupère et renvoie par le dessus, finalement quand on n'a pas l'écran, enfin quand on met l'écran, ben c'est juste plein. On a certes une petite perte, mais c'est pas ça qui change au niveau des résultats. C'est clairement du coup aucune réellement différence, mis à part à 1 degré près. C'est pas ça qui va jouer sur la performance de votre configuration réellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé du boîtier en fait en lui-même. Je vous mets directement tous les liens en description, donc n'hésitez pas en fait à aller les voir. Je vous mets aussi 2-3 liens différents de boîtiers de chez Josbo. Si vous en avez différents boîtiers de la marque que vous souhaitez que je teste, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire et à mettre les références directement en commentaire à ce moment-là, et comme ça je pourrais regarder pour tout simplement les acheter. Ce produit là je l'ai acheté en fait moi-même directement, donc surtout là n'hésitez pas, c'est fait pour vous, donc allez-y, lâchez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser directement en commentaire, j'y répondrai. Ce boîtier là je vais le conserver et je vais mettre une petite config à l'intérieur, donc ça surtout allez-y, lâchez-vous, je vous le redis encore une fois. Et puis bah tant que vous y êtes, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo débrief sur le Computex avec énormément de sorties, énormément de produits. Ça va être une vidéo je pense un petit peu longue, mais au moins on fera le tour de tous les produits et de toutes les nouveautés et de tous les produits qui sont pour moi en fait ultra intéressants et qui sont en fait sortis au Computex. J'y étais pas malheureusement, mais en tout cas j'ai fait mes recherches et je vais vous condenser ça dans une vidéo pour que vous soyez au courant de tout directement. Bref, pour ça vous avez l'abonnement, et puis bah merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était MT, salut.